Les séries de Fourier sont des séries trigonométriques, comme nous allons le voir avec leur définition. Bon, commençons par l'expression réelle, donc, que plutôt l'expression trigonométrique, mais enfin bon. Donc on appelle série trigonométrique à valeur complexe une série de fonctions qui est donc une somme de fonctions sinus et cosinus avec des coefficients qui, eux, sont complexes. Par contre, la variable, elle, est réelle. Donc il s'agit de fonctions de R dans C. On peut en obtenir une expression complexe en utilisant les formules de l'air. Donc on a utilisé les expressions de sinus et cosinus en fonction de exponentielle x. On multiplie par i le numérateur et le dénominateur du dernier terme, de façon à obtenir un dénominateur 2 partout. Et on regroupe en exponentielle inx et exponentielle moins inx. Et puis on définit Cn égale 1 demi de An moins Ibn et C moins N égale 1 demi de An plus Ibn. À ce moment-là, la somme de la série trigonométrique s'écrit somme de moins l'infini à plus l'infini de C indice N exponentielle Inx. Donc, on a une série qui est indexée sur Z au lieu d'être indexée sur N comme on en a l'habitude. Bon, alors ça se sépare en deux séries, une indexée sur Z- et l'autre qui est une série tout à fait ordinaire, indexée sur N, et ça se traite à peu près de la même façon. Pour le passage de l'expression complexe à l'expression réelle, eh bien, il suffit de constater que N égale Cn plus C moins N et Bn égale I facteur de Cn plus C moins N. Donc on peut, selon les cas, calculer la série de Fourier complexe ou la série de Fourier réelle, c'est-à-dire la série de Fourier exponentielle ou la série de Fourier trigonométrique. Ça dépend de ce que l'on a à faire. Par exemple, une fonction exponentielle s'intègre bien et donc quand on aura à faire une fonction exponentielle, il sera intéressant d'utiliser la forme exponentielle pour que les primitives se calculent plus facilement. On peut remarquer que ces formules ne sont pas valables en 0 puisque C0 plus C moins 0 égale 2C0. Et donc on tombera sur un autre problème un peu plus tard, et en réglant le deuxième problème, on réglera aussi celui-là. Au niveau des propriétés, si une série trigonométrique est convergente, sa somme est de pi périodique. Alors la somme de la série, c'est la limite de la suite des sommes partielles. Une somme partielle est une somme de séries de suite de fonctions de pi périodique, donc elle sera de pi périodique. Et une limite de fonction de pi périodique est de pi périodique. Si A1 ou B1 n'est pas nul, la plus petite période de la série sera 2pi, ben oui, puisqu'il y aura un facteur, un cosinus x ou sinus x qui est 2pi périodique, donc la plus petite période possible, ce sera 2pi. Par contre, bien sûr, si A1 ou B1 est nul, à ce moment-là, vous avez déjà une réduction de la période à pi, et puis si A2 et B2 sont nuls, à pi sur 2, etc. La période peut être effectivement plus courte. Donc, si tous les coefficients à n sont nuls, la somme de la série en cas de convergence est une fonction impaire. Bon, toujours pour les mêmes raisons. Les sommes partielles sont des sommes de fonctions impaires, donc des fonctions impaires, et la somme de la série, c'est la limite de la suite des sommes partielles, donc une limite de fonction impaire est impaire. Pour les mêmes raisons, si les Bn sont nuls, la somme de la série, toujours en cas de convergence, sera une fonction paire. Bon, maintenant, on va chercher une relation entre les coefficients et la somme de la série. Alors ici, la somme de la fonction f est définie comme somme de la série, bon, si elle existe. Bon, je suppose que ça converge, et à ce moment-là, on définit une fonction f de x comme ça. Alors ici, il y a des hypothèses à faire sur la convergence de la série. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on va dire pour ceux qui connaîtraient un peu mieux que si la série converge normalement, l'inversion entre la somme et l'intégrale sera justifiée, et on trouvera avec un peu de trigonométrie que n indice n est égal à 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de x cosinus nx dx. Ça, c'est pour n appartenant à n étoiles. Et pour n égale à 0, on trouvera 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Et de même, on trouvera que Bn est égal à intégrale de 0 à 2pi, enfin 1 sur pi, intégrale de 0 à 2pi de f de x sinus nx dx. A 0 est la valeur moyenne de la fonction sur 0,2pi. Alors la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB, c'est l'intégrale sur AB divisé par AB. Et si la fonction est périodique, la valeur moyenne de la fonction, c'est l'intégrale sur une période divisée par la période. Donc on a exactement la définition de la valeur moyenne de f
sur 0 de pi ou de la moyenne de f en tant que fonction de pi périodique. Donc l'intégrale d'une fonction périodique sur une période est indépendante de la période, donc on peut remplacer 0 de pi par n'importe quel intervalle de longueur de pi. Alors, évidemment, ce sera très important et on ne s'en privera pas quand on aura des fonctions paires ou impaires, puisque ça permettra, en intégrant de moins pi à pi, de réduire de moitié l'intervalle d'intégration. Alors, on voudrait bien avoir une seule formule pour AN, 0 compris. Du coup, on va modifier l'expression d'une série trigonométrique. On va remplacer A0 par A0 sur 2. Et à ce moment-là, f de x sera égal à 0 sur 2 plus la somme de la série trigonométrique. Et du coup, AN sera égal à 1 sur pi intégrale de 0 à 2 pi de f de x cosinus nx dx pour tout n appartenant à n, 0 compris. Bn, lui, n'a pas changé. Alors Bn est défini sur n étoiles parce que si vous multipliez B0 par sinus 0x, vous multipliez B0 par 0. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quoi comme coefficient B0. Ou alors vous pouvez dire qu'il est nul parce que si vous faites n égale 0 dans la formule de Bn, vous allez trouver 0. Bon, enfin, tout ça n'est pas très important. Il n'y a pas de coefficient B0 puisqu'il n'y a pas de terme en sinus 0x pour cause de nullité de sinus 0x. Pour les coefficients complexes, on fait la même chose. Si la série converge, on pose f de x égale à la somme de la série. Et comme dans le cas des coefficients réels, les hypothèses de convergence normale, en fait, permettent l'inversion de la somme et de l'intégrale, et on obtient donc une expression de Cn. C0 est bien sûr la valeur moyenne de la fonction de pi périodique. Ben oui, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de la fonction sur une période. Et avec la nouvelle notation, C0 égale à 0 sur 2, du coup, A0 égale 2C0, c'est donc, qui est égal à C0 plus C moins 0. Et donc, le problème d'homogénéité des formules pour les relations entre les coefficients réels et complexes, c'est réglé du même coup, puisque vous avez à n égale Cn plus C moins n, quel que soit n, appartenant à grand N, 0 compris. Et évidemment, quand on calcule les coefficients complexes ou exponentiels, il vaudrait mieux d'ailleurs les appeler exponentiels que complexes, parce que les autres aussi sont complexes, on peut remplacer 0 de pi par n'importe quel intervalle de longueur de pi. Nous allons maintenant renverser le point de vue, c'est-à-dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est prendre une série trigonométrique, supposer qu'elle converge et étudier les propriétés de sa somme. Et maintenant, nous allons prendre une fonction de pi périodique et nous allons essayer de trouver la série. Alors, on prend f de pi périodique et continue par morceau. Alors, continue par morceau, ça va nous permettre d'assurer l'existence des coefficients, en fait. Si vous avez une fonction continue par morceau, vous serez sûr que les coefficients de Fourier existent. Alors, les coefficients de Fourier, coefficients de Fourier trigonométriques, ce sont des nombres complexes, donc à n et Bn, on a repris ce que nous ont les formules de tout à l'heure, sauf que maintenant, la fonction est définie avant. Et puis, la série de Fourier, ce sera 0 sur 2. Et puis la somme de la série trigonométrique derrière. On définira de même les coefficients de Fourier exponentiels. J'ai mis exponentiel plutôt que complexe, je trouve que c'est une meilleure terminologie. Et on reprend la formule de tout à l'heure. Et cette fois, n appartient à z, bien sûr. Et on a une expression complexe ou exponentielle de la série de Fourier de f. Alors la remarque est très importante parce qu'avec les hypothèses faites sur la fonction f, la série de Fourier est définie. Elle n'est pas forcément convergente. Et plus, en cas de convergence, la somme de la série n'est pas forcément égale à la fonction f. Donc il va falloir des hypothèses supplémentaires pour gérer tout ça. Et là, c'est le théorème de Dirichlet qui va nous les donner. Donc on prend une fonction de R dans C, de pi périodique, de classe C0 par morceau et C1 par morceau. Alors, C0 par morceau assure l'existence des coefficients de Fourier et de la série de Fourier. Alors, la série de Fourier de f est convergente, et pour tout x appartenant à R, sa somme est égale à la demi-somme des limites à droite et à gauche de f à x. Donc, on a ajouté l'hypothèse C1 par morceau. Alors, on n'a pas obtenu tout à fait que c'était égal à la fonction, ce sera égal à la valeur de la fonction en tout point de continuité, puisqu'on a un point de continuité, donc les limites à droite et à gauche de f seront égales à la valeur de la fonction. Maintenant, les conditions de Dirichlet. Alors, c'est une autre façon d'exposer les choses, mais c'est assez classique, donc je préfère vous les définir. Donc, une fonction de R dans C vérifie les conditions de Dirichlet si elle est de pi périodique, elle est de classe C0 par morceau,
Et en tout point, la valeur de la fonction est égale à la demi-somme des limites à droite et à gauche. Ça permet d'énoncer le théorème de Dirichlet autrement. Avant, une petite remarque. L'ensemble des fonctions qui vérifient les conditions de Dirichlet est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de R dans C. Alors en général, on le note D, comme Dirichlet. Et vous pouvez démontrer que c'est un sous-espace vectoriel des fonctions de R dans C. C'est un bon petit exercice d'algèbre linéaire. Et le théorème de Dirichlet s'énonce alors, toute fonction de classe C1 par morceau appartenant à D est égale à la somme de sa série de Fourier. Vous voyez qu'on a exactement mis les conditions qu'il fallait pour que cela soit comme ça, en donnant les conditions de Dirichlet. Donc maintenant, nous allons donner un exemple de calcul de la somme d'une série. Donc la fonction f est définie par f de t égale t sur 0pi. À part ça, elle est paire et de pi périodique. Alors en faisant un dessin, on s'aperçoit qu'elle vaut pi en moins pi, c'est-à-dire que quand on la décale de 2pi, on a un raccordement. Donc elle est continue, pas continue par morceau, elle est continue sur R. Et elle est C1 par morceau par les théorèmes généraux. Alors effectivement, elle n'est pas C1, puisque en 0 et pi, enfin tout point n pi, n appartenant à n, on a un point anguleux. Mais les dérivés ne se raccordent pas, mais par contre les fonctions se raccordent et la fonction est continue. Alors puisqu'elle est continue, la demi-somme des limites à droite et à gauche sera toujours égale à la valeur de la fonction, et donc la fonction est égale à la somme de sa série de Fourier. Alors maintenant, on commence le calcul de la série de Fourier. On commence par dire que les bn sont nuls puisque la fonction est paire. On applique la définition de AN. On a une fonction paire, donc AN est égal à 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, t cosinus nt dt. Vous voyez qu'on a utilisé, dès le premier exemple, la possibilité de prendre un autre intervalle que 0 de pi. A0 est toujours à calculer à part, toujours peut-être pas, mais ici il faut diviser par n, donc il faut calculer A0 à part. Donc on a 2 sur pi, on a pris une primitive de t et on trouve pi par un calcul élémentaire. On passe à n. Alors on a un polynôme multiplié par une fonction trigonométrique, donc c'est comme avec les exponentielles, on fait une intégration par partie pour faire disparaître le polynôme et on le fait disparaître en le dérivant suffisamment. Le degré est égal à 1, donc une dérivation suffira. Voilà ce que donne la formule d'intégration par partie. Alors t sinus nt est nul en 0, déjà à cause de la présence de t, et il est nul en pi à cause du sinus npi. Sinus nt se primitive à un cosinus moins nt à moins cosinus nt sur n, et donc on obtient moins cosinus nt sur n au carré. Et en prenant les valeurs aux bornes, donc on a 1 sur n2, 1, 0 bien sûr, avec un plus puisqu'il y a 2 moins à l'intérieur et à l'extérieur. Et on a 2 sur pi et cosinus npi moins 1 sur n2. Alors cosinus npi est égal à moins 1 puissance n, c'est-à-dire que cela fera 0 si n est paire, et ça fera moins 4 sur pi facteur de 2n plus 1 au carré. On écrit la série de Fourier. Donc la série de Fourier de la fonction f, c'est donc pi sur 2 plus la somme 4 fois cosinus de n plus 1 t sur pi facteur de 2n plus 1 au carré. Et donc on a, quel que soit t appartenant à R, f de t qui est égal à la somme de sa série de Fourier. Alors attention, c'est f de t, et f de t, on en a une expression, disons, agréable sur 0 pi. Ailleurs, il faudrait la déterminer. Alors, à la rigueur, sur moins pi 0, ça va aller. Et après, il faudra faire de la périodicité. Alors, ce n'est pas notre problème, puisque nous allons prendre t égale 0. Alors, en 0, la fonction est nulle. Et donc, on obtient que pi sur 2 est égal à donc, la somme de 1 sur 2 pi facteur de 2n plus 1 au carré. En multipliant par pi, on a cette somme de 1 sur 2n plus 1 au carré, qui est égale à pi 2 sur 8. Alors, je suis un peu déçu de ne pas voir sigma de 1 sur n au carré, il n'est pas très loin. Sigma de 1 sur n au carré, on sépare la somme en deux. On prend les impairs d'abord, les pairs ensuite. Les impairs, on vient de calculer. Et dans les pairs, on peut mettre 4 en facteur. Donc, on ramène du même côté de l'égalité. Et on a 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts de la somme de 1 sur n au carré égale pi 2 sur 8. Et donc, on multiplie par 4 tiers. Et on tombe sur le fameux sigma de 1 sur n2 égale pi 2 sur 6.
Une autre formule importante pour les séries de Fourier, donc c'est la formule de Parseval. Toute fonction f qui appartient à d, vous avez 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de module de t au carré dt, est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de module de Cn au carré. Et en réel, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a 1 sur pi, et puis intégrale toujours de 0 à 2pi du module de f de t au carré, qui est égal au module de a0 au carré sur 2, et puis à la somme de 1 à l'infini des modules n au carré plus module bn au carré. Bon, la dernière formule est un peu difficile à retenir. Nous allons l'appliquer à la somme d'une série. Donc j'ai pris la fonction f de tout à l'heure. Comme t varie pour le moment entre moins pi et pi, puisque bien sûr on a utilisé la 2pi périodicité pour prendre moins pi plus pi à la place de 0,2pi. À ce moment-là, donc, on ne peut pas remplacer f de t par son expression, mais enfin, on va utiliser la parité pour se ramener à 0pi. Et de l'autre côté, je vais simplement appliquer à 0 carré sur 2, et puis somme des modules de n au carré. Donc, ici, il n'y a rien de bien nouveau. Si on a utilisé la parité pour remplacer moins pi plus pi par 0pi, et on a mis un facteur 2, on a intégré bien sûr une fonction paire sur un domaine symétrique par rapport à l'origine, donc on avait 2 fois l'intégrale sur la partie positive. Bon, t2 se primitive en t3 sur 3, ça donne donc cette expression, et en remplaçant, on obtient cette égalité. On isole bien sûr la série, on réduit au même dénominateur, et en divisant par 16, on obtient sigma des 1 sur 2n plus 1 puissance 4. On voudrait bien sigma des 1 sur n4, et on ne change pas une méthode qui marche. On sépare en paire et impair. On remplace donc sigma des 1 sur 2n plus 1 puissance 4 par la valeur qu'on vient de trouver. Et donc l'autre en factorisant par 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, on a 1 sur 16 fois la somme de 1 sur n4. On regroupe, on obtient donc 15 16e, et en multipliant par 16 15e, on obtient sigma de 1 sur n4, et en terminant le calcul, on obtient que sigma de 1 sur n4 est égal à pi puissance 4 sur 90. Voilà, on va arrêter là pour les séries de Fourier.